Bien, il est 10 heures, nous pouvons commencer. Donc aujourd'hui, je poursuis ces différentes formes de géographie littéraire. La fois dernière, nous nous étions focalisés sur des présences cartographiques à l'intérieur des textes de fiction, avec des cartes introduites à partir de 1780 dans des éditions de Don Quichotte jusqu'au milieu du XIXe siècle, aussi bien éditions en langue espagnole, publiées en Espagne ou hors d'Espagne, que dans certaines des traductions. Aujourd'hui, tout en gardant compagnie de Cervantes, je reviens à une autre manière de présenter les géographies littéraires que l'on avait évoquées avec le livre de Franco Moretti, son atlas du roman européen au XIXe siècle, c'est-à-dire des géographies sans carte, des géographies qui sont présentes dans les textes et qui sont portées par les mots et par les intrigues, les histoires, les placements des personnages. Et j'ai choisi donc de centrer l'attention sur un autre texte de Cervantes, même si nous rencontrerons Don Quichotte à un moment donné, qui est ce livre publié en 1613 par Cervantes à Madrid avec le même libraire-éditeur, Francisco de Robles, la même maison typographique, Juan de la Cuesta, et qui a pour titre Novelas Ejemplares, les nouvelles exemplaires, un recueil de 12 nouvelles publiées en 1613 avec un privilège pour la Castille, un privilège pour l'Aragon, donc du coup aussi 2 séries d'approbation des censeurs, et puis repris en 1614 avec 3 éditions immédiatement, l'une à Pampelune, l'autre à Bruxelles et une troisième avec une adresse de Madrid, mais qui est considérée comme une fausse adresse pour une édition soit faite à Lisbonne, soit faite à Séville. Lisbonne toujours avec cette idée que le Portugal étant un royaume associé aux autres dans la personne du roi d'Espagne, des privilèges pour la Castille ou l'Aragon ne s'y appliquent pas, ou bien Séville comme une édition contrefaite en violation du privilège obtenu par Cervantes et transmis à Robles. Et signe, je l'avais signalé dans un des premiers cours, signe de la présence de Cervantes dans ce monde des 2 premières décennies du XVIIe siècle, dès 1615, les 12 nouvelles exemplaires paraissent en français avec une traduction partagée. 6 ont été traduits par Rosset, qui sera le traducteur de la seconde partie du Quichotte, et 6 par Daudiguier. Et la première édition italienne, 1626. Alors pourquoi s'intéresser aux nouvelles exemplaires du point de vue de la géographie produite par les mots et les histoires? En premier lieu parce que dans les nouvelles exemplaires, il y a de multiples géographies qui sont inscrites, de multiples formes de mobilité des individus. Et je commencerai par là, avec la première de ces mobilités, cette première géographie interne dans les Novelas Ejemplares, qui est la mobilité des migrations, qu'elles soient temporaires ou qu'elles soient définitives, à l'intérieur de la péninsule ibérique. Et en particulier, ce mouvement qui fait aller du nord de l'Espagne, mais aussi du nord plus au nord, comme par exemple la France ou des pays de l'Europe continentale, au sud, avec ce pouvoir d'attraction considérable que représente Séville ou l'Andalousie, parce que c'est aussi la porte pour le départ vers les Indes, c'est-à-dire l'Amérique espagnole, autre forme de mobilité. Et ce n'est pas par hasard que les 2 grands romans picaresques, antérieurs ou postérieurs à Don Quichotte, le Guzmán de Alfarache de 1609 dans sa deuxième partie, ou bien le Buscón de Quevedo de 1626, se terminent en Andalousie, le Buscón à Séville. À partir de là,
Buscón et sa compagne s'embarquent pour las Indias, pour l'Amérique. Et dans le cas de Guzmán de Alfarache, le roman se termine à Cadix, qui est une autre de ces ports sur le monde au-delà méditerranéen et puis plus loin Atlantique. Alors dans cette mobilité, deux exemples. Le premier est tiré du Colloque des chiens, une nouvelle particulièrement intéressante dans la mesure où le Colloque des chiens est un dialogue entre deux chiens d'un hôpital de Valladolid, inséré à l'intérieur d'une autre nouvelle qui est le mariage trompeur, El casamiento engañoso. Je l'avais commenté parfois parce que l'articulation faite par Cervantes entre ce dialogue impossible de chiens qui parlent à l'intérieur d'un dialogue possible entre deux personnages renvoie assez directement au pouvoir attribué à la lecture silencieuse par rapport à la lecture à haute voix, puisque l'un des deux personnages a consigné ce dialogue entre les chiens Scipion et Bragança, et au lieu de le lire à haute voix à son compagnon, il lui donne le manuscrit pour une lecture retirée et en silence, comme si la force de persuasion de la fiction, cette manière d'abolir la distance entre le monde du texte et le monde du lecteur, de rendre, au moins pour les plaisirs de la fiction, vraisemblable ce qui ne l'est pas, se renvoyait à une pratique de lecture qui n'était plus une des pratiques dominantes ou des pratiques importantes, qui était la pratique de la lecture à haute voix, dans laquelle il y a une immédiateté de la perception de la différence entre le monde du texte lu et le monde du lecteur et de ses auditeurs, qui est la société, la petite société dans laquelle s'opère cet acte. Dans ce dialogue des chiens, il y a à un moment donné une allusion à l'activité qui se passe à Séville, de deux filous qui utilisent des jeunes femmes comme, non pas prostituées, mais comme appât pour voler ceux qui viennent du nord. Voilà ce que dit Berganza, un des deux chiens. Il faut que tu saches que cet alguacil, c'est-à-dire donc un petit officier de police, était lié d'amitié avec un greffier, escribano, qui lui faisait compagnie. Tous deux paillardaient avec deux friponnes, non point seulement de petites vertus, mais de point de vertu du tout. Il est vrai qu'elles avaient d'assez jolies frimousses, mais aussi beaucoup de gaillardises et de matoiseries putassières. Celle-là, donc, leur servait de filet et d'hameçon pour pêcher en terre sèche de la façon qui suit. Elle s'habillait de manière à annoncer la couleur et à se distinguer à portée d'arquebuse comme filles de joie. Elles étaient toujours à l'affût d'étrangers et quand arrivait vendange à Cadix ou Séville, c'était leur profit qui se profilait. Surtout breton, bretonne, de passage, elle se jetait, et sitôt qu'il tombait dans le panneau et frottait son lard à l'une de nos mignonnes, elle prévenait l'alguacil et le greffier du chemin qu'on prenait et de l'auberge. Dès qu'ils étaient pêle-mêle, on leur donnait l'assaut et les arrêtait pour paillardise, mais on ne les conduisait jamais en prison parce que les étrangers s'affranchissaient toujours, argent comptant, de pareilles vexations. Donc ici, il y a non seulement un des thèmes des nouvelles exemplaires, qui est ce monde interlope, ce monde en marge des villes, en particulier des villes d'Andalousie, et en particulier de Séville. Ici, les pièges tendus à ceux qui viennent à Cadix ou à Séville au moment des vendanges, et qui tombe dans l'intrigue construite par le petit officier de police et le greffier, utilisant l'attrait des deux jeunes femmes. Ce qui est important ici est évidemment l'idée de ce mouvement qui mène du nord vers le sud. On le retrouve alors avec la question de breton, qui pouvait désigner à la fois, dans l'espagnol du siècle d'or, de véritables bretons, mais qui pouvait désigner aussi
les marchands ou les voyageurs venus du Nord, et d'ailleurs, par extension, arrivait à désigner tout étranger. Et l'histoire se poursuit, et l'on voit très bien que le terme peut s'étendre, puisque un des Bretons dont on raconte la mésaventure, puisqu'il pense qu'on lui a volé son argent, alors qu'en fait c'est un des chiens, celui qui raconte, qui s'est emparé de sa besace parce que dedans il y avait quelque chose à manger. Il parle dans une langue qui est plutôt une langue tirée d'italien. Il parle du fait qu'on lui a volé ses zescuti d'oro in oro. Et donc du coup, on voit qu'il y a là un pouvoir de l'attraction du Sud, et en particulier ici pour acheter les vins d'Andalousie et les porter au nord de l'Espagne ou au nord de l'Europe, ou dans ce cas-là, pour ce breton qui semblait plus italien que breton, y compris dans la péninsule. L'autre exemple plus proche des migrations qui sont internes à l'Espagne, c'est-à-dire trouver de l'emploi dans le Sud, comme si finalement il y avait une inversion par rapport à l'Espagne du XIXe ou du XXe siècle, où les mouvements, comme en Italie, vont du sud vers le nord. Ici, l'emploi se trouve au sud avec la puissance de Séville, puisque c'est là qu'arrivent les navires chargés d'or et d'argent depuis les Indes, et c'est de là que partent, on les retrouvera, ceux qui veulent faire carrière en Amérique. Dans une autre nouvelle qui s'appelle La Illustre Fregona, l'illustre laveuse de vaisselle, qu'on retrouvera pour une autre raison, on a à Séville, à Tolède, pardon, une auberge qui est dite l'auberge du Sévillan et dans laquelle travaillent deux jeunes femmes en dehors de l'héroïne de la nouvelle, Costanza, et ces deux servantes sont ainsi désignées. Les cris de Costanza firent surgir dans le couloir l'Argüello. L'Argüello, c'est un peu la surintendante de toute cette auberge, accompagnée de deux autres jeunes gaillardes, servantes elles aussi, et à ce qu'il paraît, galiciennes, gallegas. Et s'il y avait telle abondance de domesticité, c'est qu'il le fallait bien pour tout ce monde qui accourt au logis du Sévillan, qui est l'une des meilleures auberges de Tolède et des plus fréquentées. Et là, on retrouverait un autre élément qui est de la Galice à l'Andalousie, avec aussi toujours cette extension parfois du terme géographique pour une caractérisation qui n'est plus géographique, puisque gallegas pouvait désigner, et désignait effectivement les personnes venues de Galice, porteuses d'une très mauvaise réputation, avec l'emploi dans des emplois très mineurs, comme servantes ou même comme prostituées, émigrées donc du nord de l'Espagne. Et Moza Gallega portait cette mauvaise réputation. On voit donc ce sont deux exemples parmi d'autres, mais ces mouvements géographiques qui sont comme la trame d'un certain nombre de détails dans les nouvelles, mais qui renvoient à une perception de mobilité qui attire vers le sud et vers l'Andalousie et vers Cadix et Séville les habitants d'Espagne, mais aussi plus au nord. La deuxième mobilité importante dans les nouvelles exemplaires, l'autre géographie, ce n'est plus une géographie européenne ou ibérique, mais c'est une géographie qui est celle de la métropole et de la colonie, avec, entre les deux, évidemment, la traversée de l'Atlantique. La nouvelle qui est fondée sur cette mobilité-là, sur cette géographie qui ouvre les horizons de la lecture, même si c'est brièvement, à ce monde de la colonie, c'est la nouvelle qui a pour titre Le jaloux d'Extramadour, El celoso extremeño. Dans cette nouvelle, l'histoire est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Filippo de Carrizales, qui est donc né en Extremadure et qui est parti en Amérique
pour faire fortune. Et il y avait d'ailleurs des mots qui, dans la langue, désignaient ceux qui partaient comme cela, faisaient fortune et revenaient, ce qui est le cas de Carrizales, perulero ou pirulero, les gens qui étaient au Pérou, qui ont habité le Pérou, qui sont partis pour le Pérou. Ou bien indianos. Les indianos, ce n'est pas des Indiens, c'est des Espagnols qui sont partis pour les Indes occidentales, c'est-à-dire Mexique, la Colombie actuelle ou le Pérou. Et ce voyage, il commence, enfin, comme ceci, cette histoire de Carrizales, dans le premier paragraphe de la nouvelle du jaloux d'Extremadura. Alors, en parenthèse, novella a son sens propre, c'est-à-dire le sens de histoire brève, et correspondrait tout à fait à l'italien novella ou au français nouvelle. Je le dis puisque dans l'espagnol plus tardif, novella va désigner le roman, mais au mot que n'emploierait jamais Cervantes pour désigner Don Quichotte, non seulement parce que novella s'ajuste à un autre genre, c'est-à-dire les histoires brèves, les histoires courtes, et aussi parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, il veut jouer sur la confusion possible entre l'histoire de Don Quichotte comme une histoire véridique, fondée sur une réalité historique documentée par un certain nombre de sources ou de récits. Alors je reviens, le début du Celoso Extremeño, du jaloux d'Extremadure, est le suivant. Dans une bourgade d'Extremadure, parti, il n'y a guère, un hidalgo issu de parents nobles, qui, tel un nouveau fils prodigue, s'enfuit par diverses contrées d'Espagne, d'Italie, de Flandre, gaspillait tant ses années que sa fortune, au terme de maintes pérégrinations, ses parents étant morts, son patrimoine dépensé, il finit par aboutir à Séville. Le début, donc, c'est cette idée de l'Espagne, l'Italie, les Flandres, dont une carrière militaire, mais une carrière militaire qui mange, détruit la fortune et non pas la renforce, donc réduit à un état de pauvreté, cet hidalgo qui peut être à la fois parent de Don Quichotte, mais aussi de Cervantes lui-même, qui a fait carrière militaire, et sauf les Flandres, mais aussi en Espagne et Italie. La seule issue, c'est évidemment le mirage ou la fascination pour la colonie. Il arrive à Séville, donc. En cette grande cité, ne lui manquèrent pas les occasions de dilapider le peu qui lui restait. Se voyant fort dépourvu d'argent et n'ayant guère d'amis, il recourut à l'expédient auquel recourent en la dite cité, Séville, bien d'autres têtes brûlées, qui fut de s'embarquer pour les Indes, refuge et protection des désespérés d'Espagne, sanctuaire des banqueroutiers, sauf-conduit des homicides, diversion et paravent des joueurs qu'entre gens du métier on nomme pipeurs, général à peau des filles libertines, commune illusion du grand nombre, exceptionnel remède de quelques-uns. On voit qu'il y a là cette caractérisation de la vie aux Indes, qui est sans doute portée à la fois par des stéréotypes sur l'Espagne, le refuge de tous les miséreux ou les misérables, et de ceux qui quittent l'Espagne pour des raisons de prudence, les joueurs qui sont des tricheurs, les jeunes femmes en rupture de banc, les homicides, et en même temps peut-être aussi quelque chose qui aurait à voir, j'y reviendrai, du rapport entre la géographie de Cervantes et la géographie de ses textes, dans la mesure où lui, même en 1590, avait demandé une position aux Indes, soit en Colombie, soit au Pérou, soit au Mexique. Et il y a comme une présence de ce monde américain, jamais objet principal d'une narration, mais toujours comme un horizon dans lequel des personnages partent. On le retrouvera dans le Quichotte, et qui a en même temps ce ton exceptionnel remède de quelques-uns, mais pas de lui, puisque cette demande fut rejetée par le Conseil du roi.
Carrizales revient à Séville après 20 ans passés aux Indes, une fortune énorme, dite de 150 000 pesos ensayados, c'est-à-dire d'argent pur, et qui peuvent même encore représenter une somme supérieure lorsqu'ils sont mis en rapport avec la monnaie de compte qui circule en Espagne. Mais après 20 années passées au Pérou, il sent le besoin de revenir en Espagne, et son retour, ainsi décrit: se voyant donc riche et prospère, il fut pris du naturel désir qu'a tout un chacun de rentrer au pays. Il renonça à de grandes affaires qui s'offraient à lui et quitta le Pérou, où il avait acquis toute sa fortune, qu'il emporta tout entière, convertie en lingots d'or et d'argent, lesquels il fit enregistrer afin d'éviter toute tracasserie. Il revint en Espagne, débarqua à San Lugar, arriva à Séville, non moins chargé d'années que de richesses, retira sans encombre ses biens de l'enregistrement, chercha ses amis, les trouva tous morts, voulut retourner au lieu de sa naissance, bien que lui fût déjà parvenue la nouvelle que la mort n'y avait laissé aucun parent à lui. Et du coup, avec ce ton mélancolique du texte, Carrizales décide de rester à Séville avec le projet de rencontrer une jeune épouse, et toute l'intrigue du jaloux d'Extrémadure liée à cette histoire qui ressemble un peu à l'école des femmes de Molière. Un détail aussi est important dans cette description, puisqu'il s'installe, il a beaucoup d'argent, il fait construire une très belle demeure, et à un moment, Cervantes mentionne, il acheta de même 4 esclaves blanches et les ferra au visage, ainsi que 2 négresses qui ne parlaient qu'en leur baragouin. Ça, c'est la traduction, mais c'est intéressant pour 2 raisons. D'abord, la présence des esclaves noirs dans les villes d'Europe, et en particulier dans les villes du Portugal et d'Espagne. Le trafic ou le commerce des esclaves noirs ne porte pas seulement sur l'envoi des esclaves dans les économies de plantation de l'Amérique, mais est aussi, sous forme d'esclaves domestiques, une présence très forte dans des villes, Lisbonne par exemple, tenait au XVIe et XVIIe siècle un très fort pourcentage d'esclaves noirs. Et il y a d'autre part cette idée des esclaves blanches qui peut renvoyer, sans que ce soit précisé, à une autre source pour ces esclaves domestiques dans les villes occidentales, et qui était le monde mais devenu musulman de l'Europe centrale ou du Proche-Orient. Et quand il est dit qu'elles sont ferrées au visage, je crois que qu'elles sont marquées au fer au visage, vaut un signe comme les esclaves pouvaient avoir, un signe de propriété du propriétaire. Et l'idée les Noirs, esclaves noirs qui ne parlaient qu'en leur baragouin, est en fait la traduction de dos otras negras bozales. Et bozal signifiait justement des esclaves noirs qui ne connaissaient pas d'autre langue que la leur et qui déformaient du coup leur manière de parler le castillan, et donc boca, la bouche, devenait boza. Et le mot bozal, ou bozal, est-ce qu'on trouve dans Covarrubias, le dictionnaire de 1611, renvoie à cela. Le noir qui ne sait pas d'autre langue que la sienne, el negro que no sabe otra lengua que la suya. Et du coup, les noirs bozales, ce sont ces esclaves noirs qui, transportés depuis peu, n'ont pas acquis la connaissance du castillan, et donc sont dans cette... alors, d'ailleurs, le traducteur ici, je me sers toujours de l'édition de la Pléiade, comme vous l'avez vu, pour les traductions en français. Les traductions des nouveaux exemplaires sont particulièrement difficiles. Explique qu'il a choisi baragouin, bien que ça ne renvoie pas à une réalité
particulièrement lié ni à l'Afrique ni à l'esclavage, mais parce que c'est cette idée d'une langue déformée, donc peu compréhensible. Il y a cet horizon donc d'une autre mobilité, une autre géographie, qui est la géographie qui lie par l'Atlantique et à partir ou au retour en Andalousie, la métropole avec les colonies des Indes occidentales, et on l'a vu ici, le cas du Pérou, où la fortune énorme de Carrizales lui permet ensuite de faire retour. Avec cette idée que le thème est aussi celui donc, des nouveaux riches qui reviennent des Indes enrichies et qui deviennent une sorte de stéréotype et un personnage assez classique des entremeses, des petites pièces qui sont liées avec les comédias. Alors la troisième géographie n'est plus la géographie, disons, de la péninsule et de l'arrivée dans ou à partir de la péninsule de personnages ou d'individus du Nord, n'est plus celle de cet espace, on pourrait dire, atlantique entre la métropole et la colonie, mais il est celui du monde méditerranéen et il est beaucoup plus présent dans l'œuvre de Cervantes que les deux premiers, c'est-à-dire les captures, les rachats, les évasions dans le monde méditerranéen. On peut lire ici Cervantes avec en mémoire que la Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, de Braudel, qui d'ailleurs était lui-même un lecteur de Cervantes et des nouvelles exemplaires. Et j'avais une fois donné un séminaire sur comment Braudel s'était approprié les nouvelles exemplaires, qu'est-ce qu'il avait retenu comme mention ou citation explicite des textes de Cervantes dans cette immense construction qu'est la Méditerranée et le monde méditerranéen. Les premiers thèmes qui apparaissent là, c'est évidemment les captures, les risques de capture ou la réalité de capture de chrétiens par les pirates barbaresques, c'est-à-dire ceux des royaumes du monde du Maghreb, ou par les navires ottomans, donc de l'Empire turc. Le premier exemple, pour rester avec l'illustre laveuse de vaisselle, la illustre fregona, c'est un moment de la trajectoire d'un des personnages qui s'appelle Cariaso, qui est dans une famille noble. Il est né à Burgos, mais comme dit Cervantes, il a une inclination picaresque, une inclination à rejoindre ce monde des picaros, de ceux qui sont en rupture de société, qui vivent d'expédients, toujours aux frontières et aux marges de l'illégalité. Et donc, notre Cariaso se met en marche à travers l'Espagne et il arrive au sud, toujours, ce tropisme du sud, dans les madragues de Zahara, qui est une bourgade ou un port proche de Cadiz et dont l'activité fondamentale était la pêche au thon. Il y a d'abord une première géographie qui apparaît ici, qui est la géographie du monde picaresque, avec ses lieux forts, parce que ces madragues de l'Andalousie passaient pour un des hauts lieux de cette vie en marge, de cette vie en marge de la norme, de la légalité, de la société. Mais du coup, c'est pour ça que dans son texte, Cervantes va comparer cette bastion du Picaro, des Picaros, avec d'autres lieux. Et voilà comment il s'adresse, comment le texte s'adresse à ces autres Picaros. Ô Picaros de cuisine, sales, gros, luisants, simulateurs de pauvreté, faux estropiés,
tire-laine du Socodever. Le Socodever, c'était une des places de Tolède, dans laquelle s'exerçaient ces activités de fous mendiants et de coupeurs de bourse. Ou de la Plaza de Madrid, 10 heures d'oraison, fort en gueule, débardeurs de Séville, bordeliers de la Basse-Pègre et autres membres de l'innombrable légion où se rassemblent ceux qui en ont de pícaros. Baissez pavillon, modérez votre fougue, ne prétendez point au renom picaresque tant que vous n'aurez pas suivi 2 ans de cours en l'Académie de la pêche au thon. C'est là, oui, c'est là que le travail se concentre et se conjugue au farniente. Là que se trouve la crasse pure et authentique, la graisse débordante, la faim vorace, la franche ripaille, le vice au grand jour, le jeu à longueur de temps, les risques à foison, les meurtres à gogo, les railleries incessantes, les sauteries autant que pour des noces, les séguédilles à plein tirage, les romances à plusieurs laisses et la poésie débridée. Ici on chante, là on jure et blasphème, plus loin on se bagarre, partout on filoute. C'est là que la liberté parade, que le travail resplendit, que plus d'un père de bonne noblesse va chercher ou envoie quérir son fils, qu'il récupère aussi chagrin d'être arraché à cette vie que si on l'emmenait pour être mis à mort. Donc vous voyez une géographie ici avec les hauts lieux qui sont Tolède, Madrid, Séville, et puis il y a ce lieu qui incarne finalement une marginalité qui non seulement est la marginalité de marginaux dans les villes, mais la marginalité géographique de ce bord de Méditerranée avec cette vie libre et sans contrainte. Ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi la difficulté parfois de traduire et évidemment une grande admiration pour les traducteurs de la Pléiade. Mais par exemple ici, quand il est dit qu'on a dans ce lieu des séguédilles à plein tirage, en fait le mot c'est como en estampa, c'est-à-dire comme si elles étaient reproduites sous forme des estampes ou des images volantes, et à plein tirage n'est pas aussi net. Ça veut dire effectivement qu'elles deviennent, ces séguédilles sont permanentes, très communes, constamment reproduites. Et ensuite, l'idée très jolie de la poésie des Bridés, ça renvoie à les romancés à plusieurs laisses et la poésie des Bridés. C'est très, le jeu porte sur les romances qui ont des gloses, donc là aussi une idée de prolifération du texte. Et ensuite la poésie des Bridés, synactiones. Enfin, les poésies qui ont des glosses, c'est-à-dire les romanciers qui ont des glosses qui sont enserrés par les glosses, et le texte de Cervantes utilise le mot estribos avec des étriers, donc ils les maintiennent, et ensuite il passe à ce qu'il appelle la poésie ici débridée, c'est-à-dire la poésie sin actiones, et les actiones étaient ce qui liait les étriers avec la selle pour les chevaux. Donc oui, c'est très difficile de rendre cet ensemble de références, ce n'est pas vraiment des métaphores, mais des allusions ou des références à bride et débridé dans le vocabulaire qui plairait à mon ami et collègue Daniel Roche de l'équitation et de la monte du cheval. Donc ça, c'est une première géographie. La deuxième géographie qui apparaît presque immédiatement dans cet enchaînement, c'est le fait que s'aller en Andalousie, c'est aussi s'approcher constamment du danger, d'être des raids ou des captures faits par les corsaires ou les pirates de Barbarie, ça veut dire le Maghreb. Le texte continue ainsi, mais toute cette douceur que je viens de dépeindre à son revers d'amertume et de fiel, c'est qu'ils ne peuvent dormir d'un sommeil assuré sans crainte d'être en moins de 2 transférés de Zahara en Barbarie. Voilà pourquoi la nuit, ils se retirent en certaines tours de la côte où ils ont leurs espions et sentinelles, aux yeux desquels ils se fient pour fermer les leurs, encore qu'il soit arrivé plus d'une fois qu'espions et sentinelles, maîtres bergers picaros, bateaux et filets, avec tous les salmigondis qu'ici à faire, aient vu le soleil se coucher sur l'Espagne et se lever sur Tétouan, c'est-à-dire capturés par ces pirates barbaresques.
Et cette menace, évidemment, constante des raids qui nourrissaient un autre commerce ou une autre mise en esclavage, c'est-à-dire celle des chrétiens dans les mondes, soit du Maghreb, soit de l'Empire ottoman. Et on peut avoir ce double mouvement, c'est-à-dire ces esclaves africains ou venus de pays, de zones, de contrées sous domination turque, devenus esclaves dans les villes occidentales et pour les Africains transférés dans le monde des Indes. Et de l'autre côté, un très grand nombre d'esclaves chrétiens dans tout le monde musulman, depuis le Maroc, ici on est l'Algérie, Alger, la Tunisie, et puis le monde ottoman. Et c'est sous cette menace-là que vivent les pícaros de Sahara, des madragues de Sahara. Une autre des nouvelles exemplaires et aussi a pour trame cette réalité de la capture, c'est une des premières du recueil, l'amante libéral, l'amant généreux. Dans cette histoire, c'est l'histoire d'un captif qui se trouve finalement captif dans l'île de Chypre, après la conquête par les Ottomans de l'île. Il s'appelle Riccardo. Il est natif de Trapani, en Sicile, et un jour, pour une fête, il s'était déplacé avec la jeune fille qu'il aime et les familles, même à l'époque, s'ils n'ont pas de relation entre eux, dans une île qui est une île sur la côte de Sicile. Et là, ils sont capturés par les Turcs, emmenés sur deux galères différentes. Il s'agit ici non pas des Turcs, mais de corsaires de Bizerte, c'est-à-dire là encore des pirates ou des corsaires du Maghreb. Et tous les deux sont donc emmenés séparément, et la galère ou la galiote, le bateau sur lequel se trouvait Léonissa, la jeune fille qu'il désire, qu'il aime, fait naufrage, mais elle en réchappe. Et après avoir été emmené à Tripoli, en Libye, il est amené à Chypre au service d'abord du vice-roi installé à Chypre par les Ottomans, puis ensuite du cadi. Et d'ailleurs, le texte s'ouvre sur une forme de lamento, qui est un genre non seulement de l'opéra, mais de la poésie, la lamentation sûre, que reprend Cervantes pour l'ouverture de cette nouvelle de Riccardo, prisonnier à Chypre, au terme de cette première itinéraire qu'il a mené de Trapani à Tripoli et de Tripoli au service du cadi à Chypre. Très beau début. Ô déplorable ruine de l'infortunée Nécosie, sèche à peine du sang de vos vaillants et malheureux défenseurs, si au lieu d'être insensible comme vous l'êtes, vous aviez maintenant une âme, nous eussions pu déplorer ensemble nos disgrâces en cette solitude où nous sommes, et peut-être cela soulagerait-il nos tourments que d'y trouver compagnie. Vous pouvez-vous garder espoir, ô tourelle mal abattue, car même si ce n'en est une aussi juste défense que celle où on vous a détruite, vous pouvez vous voir relever. Mais moi, infortuné, que puis-je espérer dans la profonde misère où je me trouve, quand bien même je reviendrai à l'état qui était le mien avant d'être réduit à celui où je me vois? Telle est ma triste destinée, libre, j'ignorais le bonheur, captif, je ne le puis attendre. Un début lyrique dans un sens et qui reprend ce genre qui a toutes formes et différentes formes et différents lieux d'expression, qui est le genre de la lamentation. Après, des aventures diverses, il retrouve Riccardo Leonissa et
qui avait elle aussi été envoyée à Tripoli et puis ensuite arrive à Chypre avec un marchand juif qui veut la vendre comme esclave. Cette nouvelle de l'amante libérale, de l'amant généreux, est sans doute une des plus brodéliennes de tout le recueil, dans la mesure où elle est peuplée de figures qui sont les figures des renégats, c'est-à-dire des chrétiens qui se sont faits de gré ou de force par conviction ou par désir de carrière musulman. Et l'ami le plus proche de Ricardo s'appelle Mahamoud, et il était natif de Palerme, et il s'est converti à l'islam, et c'est un cas parmi d'autres. La nouvelle est jalonnée par ces figures de chrétiens devenus musulmans et pour certains d'entre eux devenus dans des positions administratives fortes dans la hiérarchie de l'Empire ottoman. C'est aussi une nouvelle très brodélienne dans la mesure où on y voit des pluralités religieuses. Par exemple, le cadi, au service duquel se trouve Ricardo, a pour femme une femme qui vient d'une famille de Grecs chrétiens. C'est une nouvelle qui montre ces frontières toujours fragiles ou transgressées entre les confessions, entre les origines géographiques ou ethniques. Et le dénouement de la nouvelle est que les personnages, Ricardo, Léonissa, le cadi et sa femme partent pour Constantinople. Après un combat entre trois vaisseaux turcs, ils sont finalement libérés et ils font retour là où ils avaient à leur lieu d'origine, c'est-à-dire la Sicile. Et la description du retour est la suivante, ce qui introduit effectivement une dimension à la fois on dirait géographique, mais plus que géographique finalement, de panorama quasi cinématographique dans le texte, puisqu'on suit leur retour depuis Constantinople, ne voulant toucher terre nulle part, puisque ce serait dangereux, puisque ce sont des terres contrôlées par les Ottomans. Ils passèrent devant Alexandrie, sans s'attarder, et sans réduire la toile, ni avoir à se servir des rames. Ils gagnèrent la puissante île de Corfou, où ils firent de l'eau. Puis doublèrent, sans s'arrêter, les tristement rochers acrocéroniens, qui sont des îles près de la Grèce, et le second jour découvrirent de loin Pacino, promontoire de la fertilissime Trinacri, au large de laquelle, comme de l'insigne île de Malte, leur esquif semblait voler plus que naviguer, tant il était léger. Au quatrième jour, ayant descendu le long de l'île, ils furent en vue de Lampedusa, puis de l'île où ils s'étaient perdus, c'est-à-dire l'île de Pantelleria, où ils avaient été capturés par les pirates de Bizerte. Léonissa en fut toute retournée, car alors lui revient en mémoire le danger où elle s'était trouvée. Le lendemain, enfin, ils avaient sous les yeux leur patrie désirée et bien-aimée. La joie renaquit dans leur cœur et leur âme déborda d'une nouvelle liesse, l'une des plus grandes que l'on puisse éprouver en cette vie, celle de qui revient au terme d'une longue captivité, sain et sauf dans sa patrie. Seul peut égaler ce plaisir, celui que l'on éprouve d'une victoire remportée sur l'ennemi. Et là, évidemment, cette remarque sur l'une des plus grandes joies que l'on puisse éprouver en cette vie, revenir au terme d'une longue captivité, sain et sauf dans sa patrie, c'est aussi comme un écho décalé de la vie de Cervantes lui-même, puisqu'il passe 5 ans, qui reviendrait dans les bagnes d'Alger et est racheté en 1580 et revient en Espagne à ce moment-là. Une troisième nouvelle qui a pour texture géographique le monde méditerranéen, le monde des captures et des rachats et des prises, c'est la nouvelle qui a pour titre l'espagnole anglaise, la Española Inglesa. Ici, l'ouverture, c'est une ouverture qui est directement liée au contexte historique,
et à une autre forme de géographie, qui est une géographie militaire, c'est-à-dire ici celle des conflits, mais pas des conflits des chrétiens contre les Ottomans, mais les conflits entre les nations chrétiennes, puisque l'ouverture de la nouvelle fait allusion à l'une ou l'autre des expéditions anglaises qui étaient entrées dans Cadix, la ville ayant été mise à sac. Il y a une expédition en 1587 par le fameux corsaire ou pirate au service d'Élisabeth Drake, et une autre en 1596 où les troupes anglaises sont menées par le duc d'Essex. Et voilà comment s'ouvre la nouvelle de Cervantes. Parmi le butin que les Anglais emportèrent de la ville de Cadix, sans qu'il précise s'il s'agit de 1587 ou 1596, Clotaldo, un gentilhomme anglais qui commandait une escadre, amena à Londres une enfant d'environ 7 ans, et ce, contre la volonté et à l'insu du comte de Lesse, qui était l'un des chefs de l'expédition. Celui-ci employa tous les soins à faire rechercher l'enfant pour qu'elle fût rendue à ses parents, qui s'étaient plaints à lui de la perte de leur fille et l'avaient supplié, puisqu'il se contentait des biens et laissait libres les personnes, qu'ils ne fussent pas malheureux au point de se retrouver non seulement pauvres, mais sans leur fille, qui était la lumière de leurs yeux et la plus belle créature qu'il y eut dans toute la ville. Et donc, on voit que Clotaldo ramène, comme part de butin, cette jeune fille, ou cet enfant d'environ 7 ans, contre la volonté du chef de l'expédition qui se contentait du butin et restituait ceux qui avaient été faits prisonniers à leurs parents. Le retour ou l'arrivée de cette jeune fille en Angleterre est lié aussi au fait que Clotaldo appartient à une famille catholique, donc une famille de catholiques secrètement catholiques dans l'Angleterre devenue l'Angleterre de la Church of England et de la Réforme d'Henri VIII. Là, l'histoire continue et Ricaredo est nommé par la reine Élisabeth à la tête de deux navires qui doivent assurer la course anglaise, cette fois-ci dans l'Atlantique, c'est-à-dire capturer des bateaux portugais lorsqu'ils reviennent des Indes orientales, dans ce cas-là, chargés d'épices ou chargés de métaux précieux, et peuvent être attaqués sur la route de l'île des Açores. Et c'est là la mission que reçoit Ricaredo de la reine, et en même temps ce dont il va exécuter. Il a été donc mis d'abord comme officier sur un des deux navires, et puis l'amiral qui commandait est mort, donc il prend le commandement de cette flotte. Durant 6 jours, les deux navires, donc c'est les deux navires anglais, suivirent par bon vent la route des îles Açores. Il ne manque jamais dans ces parages de navires portugais venus des Indes orientales, ou qui parfois ont perdu celle des Indes occidentales. Et dans ce moment, il rencontre deux galères. En fait, il ne va pas rencontrer de navires portugais, mais il va rencontrer deux galères turques qui elles-mêmes se sont emparées d'un navire venant des Indes portugaises. Et après une bataille, il capture les deux galères turques et il capture la galère portugaise que ces Turcs avaient eux-mêmes capturée. Il libère les esclaves qui étaient employés sur les galères turques et il va ramener à Londres sa prise, qui est la prise d'une prise en quelque sorte, qui est un butin portugais, mais passé par la médiation de la capture des deux galères turques. Ricaredo, là il s'adresse aux galériens qui sont sur les galères turques. Ricaredo leur demanda en espagnol quel navire c'était. Ils lui répondirent que c'était un vaisseau qui venait des Indes portugaises, celui qui avait été capturé
par les corsaires musulmans. Dans ce cas-là, il s'agit du corsaire Arnaote Mami, qui était, lui, un renégat albanais et le nom va apparaître dans la citation, est le point toujours de ce jeu subtil d'un biographisme décalé de Cervantes dans ses textes. C'était ce même Arnaote Mami qui avait capturé Cervantes lui-même en 1575 près des Açores, lors de son retour après la bataille de Lépante et les années passées dans l'armée. Alors, Ricaredo leur demande, ils disent que c'est un vaisseau qui venait des Indes portugaises chargé d'épices et de tant de perles et de diamants qu'il valait plus d'1 million d'écus d'or. Une tempête, ajoutèrent-ils, l'avait poussé sur ses bords, fort éprouvée, sans artillerie, car elle avait jeté à la mer par les gens de son elle avait été jetée à la mer par les gens de son équipage, malades et presque morts de soif et de faim. Quant aux 2 galères que l'on voyait là, et qui appartenaient au corsaire Arnaote Mami, elle l'avait capturé la veille sans coup férir, et à ceux qui l'avaient entendu dire, comme ils n'avaient pu faire passer tant de richesses sur leurs 2 bateaux, ils menaient le navire à la remorque pour le conduire dans la baie de l'Arache, c'est-à-dire au Maroc, qui se trouvait tout près. Donc, du coup, on a cette capture des 2 galères turques qui amenaient un navire portugais dans un port du Maroc. Cette nouvelle est donc fondée sur les croisements entre les 2 courses, la course des corsaires maghrébins ou ottomans capturant les navires chrétiens, en particulier portugais ou espagnols, quand ils reviennent dans des Indes, soit directement des Indes occidentales, Mexique et Amérique du Sud, Colombie, ou bien lorsqu'ils reviennent par le détroit de Magellan, des Indes orientales et revenant par l'Atlantique. Et arrivé à Londres, Ricaredo est accueilli par la reine Élisabeth à Londres, dans le port, dans la mesure où c'est l'autre course, c'est-à-dire celle des corsaires, particulièrement anglais, s'emparant des navires espagnols ou portugais, mais ici par l'intermédiaire d'une prise qui était celle de 2 galères turques. Alors cette géographie méditerranéenne qu'on trouve dans ces 3 nouvelles, l'espagnol-anglaise, l'amant généreux, l'illustre laveuse de vaisselle, avec ses captures, mais qui ne sont pas seulement d'ailleurs des captures, comme on le voit dans le premier cas, qui ne sont pas seulement des captures sur mer, de navires qui sont arraisonnés, mais qui peuvent être des raids qui vont sur le continent. Et Brodel cite dans la Méditerranée des documents qui montrent que certains raids des corsaires barbaresques pouvaient aller jusque dans l'Europe du Nord, en Norvège, par exemple. Donc il y a là une géographie à grande amplitude de ces captures. On en retrouve un écho dans le Don Quichotte, dans le récit du captif, qui occupe les chapitres 39 à 41 de la première partie. Et ce qui est important ici, c'est que dans ce récit du captif, Cervantes noue les différentes géographies de son œuvre ou de sa vie. D'abord, il noue ces 2 géographies que nous venons de voir, la géographie méditerranéenne avec la géographie atlantique. La géographie de la frontière constamment transgressée entre le monde musulman, ottoman ou barbaresque et le monde chrétien, et la géographie de l'Empire, la géographie atlantique de la colonie et de la métropole. Pourquoi ? Parce que d'abord, le récit, c'est le récit d'un captif qui s'est évadé des bagnes d'Alger, ces sortes d'immenses lieux qui ne sont pas vraiment une prison, mais qui en même temps sont clos, dans lesquels sont enfermés dans un sens les captifs chrétiens. Et ce captif, Rui Pérez de Viedma, a été capturé à Lépante
lors de la grande bataille qui a opposé les flottes vénitiennes et espagnoles avec dans l'alliance la papauté aux Ottomans. Il a donc été là après une carrière comme soldat en Piémont, dans les Flandres, il rejoint la Ligue, qui était cette alliance papauté Espagne-Venise, contre les Ottomans. Et il participe à la bataille de Lépante, et comme Cervantes lui-même, et la description dans le récit du captif est celle-ci, puisque le commandement de cette flotte est donné à Don Juan d'Autriche, le frère de Philippe II. La nouvelle se répandit de grands préparatifs de guerre qui se faisaient. Tout cela provoqua et excita en moi la pensée et le désir de participer à l'expédition que l'on attendait. Et bien que j'eusse quelque espérance et même la promesse presque assurée qu'à la première occasion qui s'offrirait je serais capitaine, je préférais tout abandonner et m'en aller en Italie comme je le fis en effet. Et ma bonne fortune voulut que le seigneur Don Juan d'Autriche venait d'arriver à Gênes et qu'il allait partir pour Naples afin de se joindre à la flotte de Venise, ce qu'il fit plus tard à Messine. Je dirais enfin que je me trouvais en cette si heureuse journée, donc les Pentes, déjà promu capitaine d'infanterie, grade honorable que me valut ma bonne fortune plutôt que mes mérites. Et ce jour-là, qui fut si heureux pour toute la chrétienté, car le monde et toutes ces nations furent désabusés de l'erreur où ils se trouvaient, croyant que les Turcs étaient invincibles sur mer, sur le jour-là, dis-je, où furent abattus l'orgueil et la superbe des Ottomans, parmi tant d'heureux qu'il y eut là, car les chrétiens qui y périrent furent plus heureux que ceux qui demeurèrent en vie et victorieux, moi seul fus l'infortuné. En effet, alors que j'eusse pu espérer susciter au temps des Romains quelques couronnes navales, je me vis la nuit qui suivit un si fameux jour, avec des chaînes aux pieds et des menottes aux mains. Car voici ce qui arriva. Eudge Ali, roi d'Alger, hardi et heureux corsaire, avait attaqué et pris la galère capitane de Malte, où il ne demeura que 3 chevaliers en vie, et tous 3 grièvement blessés. Le capitaine de Juan Andrea Doria se porta alors à leur secours, et je m'y trouvais, la capitaine, c'est-à-dire un des vaisseaux, la capitaine de Juan Andrea Doria se porta à leur secours, et je m'y trouvais avec ma compagnie, et ne faisant que mon devoir en pareille occasion, je sautais sur la galère ennemie. Celle-ci, s'écartant de celle qui l'avait assaillie, empêcha mes soldats de me suivre, si bien que je me trouvais seul, au milieu de mes ennemis, bien auxquels je ne pus résister pour être en si grand nombre, et finalement ils me firent prisonnier, tout couvert de blessures. Et à partir de ce moment-là, Viedma devient captif. Il est d'abord emmené à Constantinople, et puis ensuite il devient esclave du roi d'Alger, qui est un autre renégat, dans ce cas-là un renégat vénitien, qui s'appelle Hasan Aga. Tout le récit se développe là, de Viedma à Alger, qui voit une jeune fille dont il tombe amoureux, qui s'appelle Zoraïda, où on découvre qu'elle est la fille d'un très riche marchand d'Alger, mais que par une esclave chrétienne, elle s'est déjà convertie au christianisme. Il s'enfuit avec elle et un certain nombre de compagnons et fait retour en Espagne par Malaga. Et c'est là où ensuite, continuant son chemin, dans l'auberge, il rencontre les personnages réunis du Quichotte, Don Quichotte, Sancho, les couples d'amoureux Dorothea et Fernando, Lucinda et Cardenio. On a là, on peut voir la description de ces bagnes d'Alger, c'est-à-dire ces lieux où sont retenus, enfermés les chrétiens, et aussi en même temps les mécanismes qui sont ceux de la distinction entre les esclaves dont leurs geôliers, ceux qui les gouvernent, attendent d'une rançon, un rachat, et puis d'autres qui, pour identifier dans leur pauvreté, ne peuvent pas avoir cette espérance.
Donc il est à Alger, il est enfermé là. C'est ainsi que j'occupais ma vie, enfermé dans une prison ou bâtiment que les Turcs appellent bagnos. Ils enferment là les captifs chrétiens, ceux qui sont au roi aussi bien que ceux qui appartiennent à des particuliers, et ceux encore qu'on appelle du magzem, et qui est comme si l'on disait les captifs de la commune. Ils servent à la ville dans les travaux publics qu'elle fait faire, ainsi que pour d'autres offices. Et ces captifs-là ont le plus grand mal à obtenir leur liberté, car appartenir à la communauté et n'ayant pas de maître particulier, il n'y a personne avec qui ils puissent traiter de leur rançon, même s'ils ont de quoi la payer. C'est dans ces bagnes, ainsi que je l'ai dit, que certains particuliers ont coutume de mettre leurs esclaves, surtout lorsqu'ils sont de rançon, car ils les gardent là en repos et en sûreté jusqu'à ce que leur rançon arrive. Les captifs du roi, qui sont de rançon, ne vont pas non plus au travail avec le reste de la chiourme, à moins que leur rançon ne tarde à venir. Alors, pour les forcer à écrire avec plus d'ardeur à ce propos, on les fait travailler et aller chercher du bois avec les autres, ce qui n'est pas une mince besogne. Donc les captifs qui travaillent dans la ville et qui sont ceux de la commune, et puis ces captifs de particuliers ou du roi, du roi vice-roi délégué par le sultan pour le Maghreb, et qui sont là simplement renfermés en attente de la rançon qu'on va leur donner. Pour moi, j'étais un de ces captifs de rançon. En effet, lorsqu'on sut que j'étais capitaine, j'eus beau dire mon peu de ressources, mon manque de fortune, cela n'empêcha pas qu'on me plaça parmi les gentilshommes et les gens de rançon. On me mit une chaîne, plus en signe de rançon que pour assurer ma garde, et je vécus ainsi dans ce bagne avec d'autres gentilshommes et les gens de qualité marqués et tenus pour gens de rançon. Il y a donc cette première géographie qui est articulée avec la géographie atlantique par le fait que lorsque le captif et Zoraïda sont arrivés dans l'auberge, peu de temps après arrive un autre personnage et qui se révèle être le frère, un des deux frères de Viedma. Et ce frère-là, lui, il est là parce qu'il est en route pour les Indes. Le domestique avait aussi dit qu'il partait pour les Indes pourvu d'une charge d'auditeur à l'audience de Mexico. Donc ici, il y a quelqu'un qui part comme officier de justice. L'auditeur, c'était à la fois celui qui instruit une cause et en même temps qui est juge juge au civil et au criminel. Et ce frère, donc, part pour le Mexique. Et le troisième frère, puisque l'histoire est aussi une histoire du destin différent de trois frères, est lui installé au Pérou et déjà immensément riche. Donc dans une même famille, vous avez la géographie méditerranéenne du soldat captif et finalement évadé, et puis les deux autres frères qui font l'un déjà carrière au Pérou et a déjà amassé une fortune, et l'autre qui espère de faire de même en recevant un office dans un des tribunaux installés par la monarchie espagnole dans sa colonie, dans ce cas-là la Audiencia de México. Donc un premier nœud entre deux géographies, une géographie atlantique et une géographie méditerranéenne. Le second nœud, c'est évidemment entre la géographie de la fiction, et je vais terminer avec ça, et la géographie personnelle, puisque le récit du captif est une sorte de biographie décalée, ou de biographie devenue autobiographie décalée de Cervantes. Cervantes a bien été capturé et par un des personnages mentionnés ici, Arnaote Mami, mais non pas après, lors de la bataille de Lépante, mais en 1575, lors de son voyage de retour vers l'Espagne et sans doute à peu près au large des Baléares. D'autre part, il a, à la différence de Viedma, il n'a jamais été nommé capitaine dans la flotte, mais à des grades plus mineurs. Et lui n'a pas été, s'est pas évadé, même si on sait qu'il a
plusieurs fois, peut-être 5 fois, tenté l'évasion, comme Viedma. Donc finalement, il projette sur Viedma quelque chose qu'il aurait aimé faire, c'était une sorte d'évasion par délégation d'écriture, mais a été racheté par les Trinitaires, un des ordres qui était spécialisé dans le rachat des captifs, aussi bien, enfin en particulier dans le Maghreb. C'est le même sort que l'on trouve dans la nouvelle de l'espagnol anglaise, puisque Ricaredo, dont j'ai parlé tout à l'heure, après les aventures qu'on a dites, après avoir capturé 2 vaisseaux turcs et leur prise, c'est-à-dire le vaisseau plein d'or et d'épices portugais, a continué une carrière militaire et à un moment donné a été lui-même capturé près des côtes françaises de Méditerranée et il est racheté par les frères trinitaires, comme l'a été Cervantes. Et la description la suivante, donc je reviens à une nouvelle exemplaire, à la Española Inglesa. On nous conduisit à Alger, où je trouvais les pères de la Sainte Trinité, donc les Trinitaires, dans leur œuvre de rédemption des captifs. Je leur parlais, leur dis qui j'étais, et ému de charité, bien que je fusse étranger, ils me rachetèrent de la façon suivante. Ils donnèrent pour moi 300 ducats, dont 100 comptants, et les 200 autres, lorsque le bateau des aumônes reviendrait racheter le père de la rédemption, qui se trouvait à Alger, engagé pour 4000 ducats, car il en avait dépensé plus qu'il n'en avait apporté. En effet, telle est la générosité et la miséricorde auxquelles s'étend la charité de ses pères, qu'ils donnent leur liberté pour celle d'autrui et demeurent captifs pour racheter les captifs. Donc l'idée que là, ses pères vont le racheter même s'il lui est anglais, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il était étranger. Et d'autre part, ce mécanisme du rachat qui faisait que les Trinitaires pouvaient racheter au-delà de l'argent qu'ils possédaient et à partir de ce moment-là rester eux-mêmes en captivité jusqu'au moment où l'ordre, où l'autorité espagnole faisait arriver un montant d'argent suffisant pour mettre fin à leur propre captivité. Il y a donc un jeu d'écho ici entre une évasion qui n'a pas été, qui est celle du captif, mais que Cervantes a tenté, et d'autre part un rachat qui a été par les Trinitaires et qui est celui qui a permis de racheter Ricaredo. Mais un détail intéressant est que même s'il y a cet décalage permanent entre les traits biographiques et la construction de la fiction, Cervantes n'a pas résisté à se mettre dans le récit du captif et de la façon suivante. J'avais commencé ce moment où le captif décrit le fait qu'il est retenu avec les captifs de rançon dans les bagnes d'Alger. Mais à cette vie paisible relativement, il y avait aussi ajouté des tourments qui étaient infligés aux chrétiens par les musulmans. Alors je cite, « Et la faim et le dénuement avaient beau nous tourmenter, quelquefois, voire presque tout le temps, rien ne nous tourmentait autant que d'entendre et de voir à toute heure les cruautés jamais vues et entendues dont mon maître usait avec les chrétiens. » Donc c'est Hassan Aga. Chaque jour, il en pendait un, empalait celui-ci, et souriait celui-là, et tout ceci avec si peu de raison ou sans raison aucune, que les Turcs eux-mêmes reconnaissaient qu'il ne le faisait que pour le plaisir de le faire, et parce qu'il était de nature homicide et ennemi de tout le genre humain. Le seul qui s'en tira avec lui fut un soldat espagnol, un certain Saavedra, qui est le nom de Cervantes, car bien qu'il eût fait des choses qui resteront dans la mémoire de ces gens-là, et toutes pour recouvrer la liberté, allusion à ces 5 tentatives d'évasion, jamais il ne lui donna ni ne lui fit donner la bastonnade, ni ne lui adressa de mauvaises paroles. Or, pour la moindre chose qu'il fit, et elles furent nombreuses, nous redoutions tous qu'il ne fût empalé, et lui-même le craignit plus d'une fois. Et si nous n'en étions pas empêchés par le temps, je vous dirai quelques-unes des choses que fit ce soldat, et qui suffiraient à vous distraire et à vous étonner bien mieux que le récit de mon histoire. Donc ce que Cervantes introduit ici, c'est sa propre personne à l'intérieur du récit du captif, et avec, sans donner la réponse, cet paradoxe
de ces multiples tentatives d'évasion et finalement un sort plus protégé au sein des cruautés infligées par le roi d'Alger, désigné par les Turcs qui eux-mêmes trouvent ces cruautés absurdes ou excessives, et qui était ce renégat vénitien Hassan Aga. Et cette présence de Cervantes dans la géographie méditerranéenne de fiction, mais en même temps de réalité du récit du captif, se noue, puisque pour son propre destin, je termine avec ce document, il avait, comme je l'ai dit, essayé de lier à cette géographie méditerranéenne un devenir ou un destin américain. C'est un mémorial qu'on peut trouver dans les reproductions des documents administratifs du Conseil du roi aux archives nationales espagnoles et qui sont accessibles même en forme électronique. C'est un mémorial du 21 mai 1590 dans lequel Cervantes sollicite un emploi vacant aux Indes. Et il rappelle qu'il a servi 22 ans dans les armées espagnoles, qu'il a perdu à Lépante sa main gauche, d'où le surnom Manco de Lépante, et qu'il a fait ensuite des campagnes après le rachat et le retour en Tunisie, à la Golette, et que après Lépante, il a fait d'autres campagnes, et puis qu'il a été capturé. Et au moment où il retournait pour l'Espagne, donc en 1575, il était porteur, dit-il, de lettres de Don Juan d'Autriche ou bien du duc de Cesse qui demandait une faveur royale pour lui. Et il a perdu ses lettres, évidemment, lors de la capture à Alger. Et il sollicite dans la lettre ou dans le mémorial un emploi, soit un emploi dans l'administration fiscale de la Nueva Granada, soit un emploi dans l'administration financière des galères de Carthagène en Colombie, soit un office de corregidor, d'officier municipal à La Paz, en la Bolivie, soit un autre comme auditeur, comme le personnage, le frère de Viedma, comme auditeur dans un tribunal de première instance dans un territoire du Guatemala. Donc il énumère ces 5 emplois dont il sait qu'ils sont vacants et le Conseil du roi le refuse avec cette formule « busque por acá en que se le haga merced » que l'on cherche par ici le moyen de lui accorder une faveur. Et donc il n'y a pas de carrière de Cervantes en Amérique, qui aurait peut-être évidemment transformé complètement la littérature mondiale, puisqu'il n'est pas certain qu'à La Paz ou à la Nouvelle-Grenade ou à Cartagena de las Indias, il aurait écrit Don Quichotte, les nouvelles exemplaires ou le Persillès. Donc c'est sur cette double association, dans la fiction et dans la famille Viedma de l'Atlantique et de la Méditerranée, et dans le rapport entre la fiction et la vie, la biographie de Cervantes, qui elle aussi noue ou tentait de nouer le monde méditerranéen avec les Indes, que l'on peut peut-être maintenant faire une petite pause et reprendre à 11h18, si vous voulez.